Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau podcast du Camulogène. Aujourd'hui, deuxième podcast, c'est les rôles qui s'inversent par rapport au précédent. J'interroge moi, Elias, Louis, bonjour Louis, Bonjour à tous. sur l'article qu'il a écrit au sujet de l'Arctique. Arctique Retour au centre, un article très intéressant que je vous invite à lire. Donc pour commencer, Louis, est-ce que tu peux revenir d'ailleurs sur ce titre que je viens de dire pourquoi ce titre-là? Alors, c'est intéressant effectivement de retour au centre parce que quand on parle du pôle Nord, on pense à une marge, à une périphérie glacée, froide, hostile où personne ne vit. C'est une forme de stéréotype, hein, bien sûr. Et ces dernières années, il y a un phénomène de retour sur la scène internationale. Depuis la fin de la guerre froide, l'Arctique avait été délaissé, parce qu'une zone très stratégique pendant la guerre froide, qui était la zone tampon entre les États-Unis et l'URSS. Et depuis 1991, l'Arctique était une zone de science, donc pour les scientifiques, qui était très intéressante à étudier. Mais la banquise fond, et ça commence à intéresser, c'est-à-dire que il y a des ressources, il y a des routes maritimes qui s'ouvrent. D'un point de vue stratégique, il y aurait, selon de plus en plus de médias, des enjeux qui reviendraient au centre du jeu géopolitique en Arctique. On a tendance à dire que l'Arctique, donc le pôle Nord, est un océan entouré de continents, parce que voilà, il n'y a pas de terre au pôle Nord. Alors que l'Antarctique au pôle Sud est un continent entouré d'océans. Et effectivement, l'Antarctique est loin de tout, avec des conditions météorologiques beaucoup plus dures. On parle de glaciers, d'une calotte glaciaire qui peut aller jusqu'à plus de 4 km d'épaisseur, ce qui n'est quand même pas le cas en Arctique, qui a un climat plus doux. Alors plus doux, on parle quand même de températures qui peuvent atteindre les moins 30, moins 40 degrés, mais quand même un climat moins compliqué qu'en Antarctique, avec des enjeux, voilà, le pôle Nord est entouré des grandes puissances d'aujourd'hui, de demain. L'Antarctique est loin de tout. Donc on mettra entre parenthèses le pôle sud, mais il faut bien distinguer ces deux pôles qu'on aime comparer, qu'on aime confondre, mais qui sont bien différents. Voilà, donc ne pas mettre un signe égal entre ces deux pôles. Et tu évoquais justement à l'instant la question du climat qui était plus doux au pôle Nord, donc à l'Arctique, et t'évoques dans ton article une disparition de la banquise estivale dès 2035, donc à un horizon beaucoup plus proche que ce qu'on pensait précédemment. Comment cette échéance modifie-t-elle la manière d'appréhender les enjeux de l'Arctique? Alors, c'est un climat plus doux que l'Antarctique, c'est surtout que l'Arctique se réchauffe très très vite. On estime parfois que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, du fait du dérèglement climatique. Et forcément, ça intéresse, c'est-à-dire que c'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. En fondant, la banquise ouvre des nouvelles voies maritimes. Alors, on va en parler de ces nouvelles voies. Hein. Oui, parce que dans l'article, donc, tu soulignes que le fait que les glaces fondent n'est pas pour autant lié avec une ouverture automatique des nouvelles routes maritimes. Pourquoi? Parce que donc déjà c'est la banquise estivale qui pourrait disparaître en 2035. Donc la banquise estivale, c'est la banquise d'été. La banquise d'hiver, elle, est toujours bien là, et les conditions de navigation en hiver sont très très mauvaises, voire impossibles. Et effectivement, si la banquise disparaît en été, ça pourrait être une occasion pour les compagnies maritimes. Alors, pourquoi est-ce que c'est finalement une fausse bonne idée? Déjà, parce que c'est pas parce que ça fond que les bateaux peuvent passer. C'est-à-dire que quand la banquise fond, elle ne se transforme pas tout de suite en eau liquide, ça se désagrège, ça se transforme en pack, en iceberg, et ça s'agglomère, ça fait des bouchons, notamment dans les détroits, dans les endroits très resserrés entre deux bras de terre, et qui finalement sont encore plus dangereux, plus compliqués, qui rendent la navigation encore plus compliquée. Donc c'est finalement une fausse bonne idée, cette navigation, et ça me fait penser que la grande compagnie française maritime CMA-CGM a bien dit clairement, noir sur blanc, qu'elle n'emprunterait pas les routes arctiques sur un moyen long terme. Et donc, si je comprends bien l'article, il y a un côté diagnostic, un côté présentation de la situation actuelle, et un côté prospective, ce que va devenir le continent à mesure que l'évolution climatique va permettre progressivement l'ouverture de nouvelles routes. Mais pour autant, ces routes-là, dont on prévoit qu'elles vont, si j'ai bien compris l'article, qu'elles vont devenir de plus en plus fréquentées, certaines ne sont pas aujourd'hui encore des corridors de transit significatifs. Et quels sont, selon toi, les principaux freins à leur explication commerciale intensive aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va permettre que ce soit le cas demain? Alors déjà, il faut parler au conditionnel. Hein. Quand on parle de l'Arctique, c'est beaucoup de conditionnel. Donc ces routes seraient exploitées.
Alors déjà, il y a 3 routes. Donc il y a la route qui passe au nord du Canada. Donc faut prendre une carte qui est centrée sur le pôle Nord. Donc pas une carte, un planisphère qu'on a l'habitude de voir. Il faut vraiment prendre une carte centrée sur le pôle Nord. Hmm. Donc on a d'un côté le Canada, donc une route qui passerait dans les îles canadiennes. Une route qui passerait au nord de la Russie. C'est cette route-là qui serait la plus crédible d'être empruntée. Et une route transpolaire qui passerait par le pôle Nord. Alors cette route transpolaire serait la moins envisageable parce que celle qui traverse la banquise la plus importante. Et le Canada, lui, n'a pas envie de miser sur sa route. Et le gouvernement canadien a répété plusieurs fois qu'il n'avait pas envie d'apporter les infrastructures, les financements, les fonds pour dynamiser cette route, parce que ça coûterait cher, parce que c'est très compliqué, c'est une région très mal cartographiée, il y a un enchevêtrement d'îles incroyable. Le Canada est le pays au monde qui a le plus d'îles, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'îles. Donc déjà, naturellement, la navigation est compliquée. Rajouter à cela des packs de glace dérivant de plus en plus nombreux du fait de la banquise qu'ils font. Et puis une absence d'infrastructure. Il n'y a pas de port, il n'y a pas de port assez conséquent pour accueillir des porte-conteneurs, des pétroliers. Donc ce serait finalement beaucoup trop cher, beaucoup trop lourd comme investissement pour le Canada. Ça se retrouve aussi un petit peu pour la route russe, donc qui passe au nord de la Russie. La Russie a quand même plus d'infrastructures qui sont insuffisantes, hein, parce que, par exemple, si on veut transférer l'intégralité du trafic qui passe au canal de Suez ou au détroit de Malacca en Indonésie, c'est pas possible. Dans l'état actuel des choses, avec les infrastructures russes, c'est pas possible de transposer la totalité du trafic à cette route. Mais la Russie, elle, a cette volonté de vouloir dynamiser cette route. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans les projets du Kremlin qu'il y ait des bateaux qui passent dans cette zone. Alors, c'est pas tant transformer cette route en futur canal de Suez, que plutôt la transformer en source, en approvisionnement du monde entier en pétrole. Parce qu'on parle des ressources, on a parlé des ressources au début. Le nord et surtout l'Arctique russe est très riche en gaz et en pétrole. On en entend parler depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce gaz pose énormément de problèmes pour les Européens. Et si la Russie a envie de dynamiser cette route maritime du Nord, c'est surtout pour permettre l'envoi dans le monde entier de ces supertankers, de ces méthaniers, de ces grands navires gaziers, pour les vendre au monde entier. Alors, c'est vrai que je rebondis sur quelque chose que tu as dit plus tôt. La différence majeure géographique entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est que l'Arctique, elle est vraiment entourée des pays qui sont aujourd'hui les grandes puissances. La Chine, la Russie, tu as parlé du Canada, on peut même parler des États-Unis avec l'Alaska. Oui, et avec certaines idées du président Trump du début de son mandat. Mais parlons maintenant un peu plus de la Chine. Tu as abordé dans ton article le rôle grandissant de la Chine, qui se proclame d'ailleurs État proche arctique. Que signifie cette revendication ? Quelles sont les implications pour la gouvernance de l'Arctique demain ? Alors, vous savez, quand on se pose une question une question géopolitique, la règle numéro 1 pour tenter d'y répondre, c'est déjà chercher où sont les ressources en pétrole et en gaz. Et on en parlait juste à l'instant, si la Chine a des regards sur l'Arctique, c'est surtout pour le gaz russe, et puis c'est surtout politique, puisque la Chine et la Russie sont des alliés. Alors bien sûr, il y a des nuances à apporter, hein, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde tout à fait, mais ils sont dans le même camp face à l'Occident, un camp qui a la haine de l'Occident, qui a un désir de revanche, une nostalgie de l'Empire. Et donc, la Chine s'est proclamée État proche arctique à l'aide de cartes, en prenant certaines projections particulières, en montrant que oui, c'était un État qui est un État polaire. Donc ils ne font pas partie du Conseil de l'Arctique, qui regroupe les 8 pays riverains, mais ils sont toutefois très présents, de plus en plus présents, en apportant les financements aux Russes, parce que pour faire court, les Russes ont le gaz mais pas les financements, et les Chinois ont les financements mais pas le gaz. Donc il y a une alliance opportune qui se dessine pour Pékin, notamment dans la Sibérie, dans la péninsule de Kola, etc. Donc, si j'ai bien compris, dans ton article, tu suggères que les routes maritimes arctiques sont à la fois des vecteurs de puissance symboliques, et aussi des corridors logistiques. Est-ce que tu pourrais développer cette dualité, cette dimension en quelque sorte constructiviste ?
Alors la dimension constructiviste, c'est une dimension assez compliquée à saisir en relations internationales. Souvent on aime bien opposer les réalistes aux libéraux. Le constructivisme, c'est encore différent. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur ce que sont officiellement les acteurs internationaux, on se concentre sur la perception qu'ils ont d'eux et d'eux-mêmes. Et c'est très intéressant l'article pour ça, parce que l'article aujourd'hui on en parle, on dit ce sera le terrain d'affrontement de la Troisième Guerre mondiale, c'est un océan sino-russe, c'est la chasse gardée de l'OTAN, ce sera là où l'OTAN et la Russie s'affronteront. Alors qu'est-ce que c'est derrière? C'est ça, c'est justement la vision constructiviste. C'est finalement comment la Russie et la Chine se projettent, s'affichent sur le monde entier vis-à-vis des autres acteurs internationaux. Le constructivisme, c'est comment les acteurs internationaux perçoivent leurs liens, perçoivent leur image, perçoivent les autres. Et en Arctique, c'est finalement ce désir de puissance de Russes et Chinois. La Russie, d'un côté, qui veut montrer qu'elle est solide, qu'elle a des ressources, qu'elle a des alliés, et surtout qu'elle est capable d'ouvrir une nouvelle route maritime, qui va concurrencer Suez et Panama. Et ça montre un désir de long terme, un désir de puissance sur le très long terme, qui fait peur à nous occidentaux. Bon, nous, on a du mal de se projeter sur un terme aussi long. Et pour Pékin, c'est aussi ça, c'est montrer que Pékin est capable de s'impliquer aussi bien en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, mais aussi dans l'Arctique. Donc c'est finalement pas tant... C'est pas très utile d'un point de vue rationnel, l'Arctique. Et c'est là qu'intervient le constructivisme, c'est que c'est un territoire où le symbolisme prime. C'est un territoire où on est présent, non pas parce que c'est utile pour nous, c'est surtout un terrain où on peut montrer qu'on est là parce que c'est dur d'être là-bas. Les conditions climatiques sont difficiles et on a les capacités, on a les sous, finalement, on a assez d'argent pour aller en Arctique. Revenons peut-être, pour terminer, pour conclure, sur une touche un peu moins... pessimiste. Moins pessimiste, quelque chose qui serait plus facile d'imaginer. Est-ce que tu as un scénario à privilégier pour le futur, je dirais, proche de l'article, admettons horizon 2030, horizon 2035, 2040, quelque chose dont on soit sûr? Peut-on évoquer des certitudes? Alors bien sûr, ça aura lieu dans le futur, mais y a-t-il des choses que l'on sait ou que l'on peut prévoir? Ce qui semble quand même sérieux quand on regarde ce que disent les chercheurs et même les rapports des États arctiques, des États observateurs du Conseil de l'Arctique, c'est qu'a priori il n'y aura pas de grands conflits majeurs, il n'y aura pas d'engouement pour ce pseudo-Eldorado blanc d'ici 10-20 ans. Alors effectivement, la Russie, elle, cherche à mettre la main sur l'Arctique pour ses sous-marins, parce que voilà, la Russie a des bases navales en plus de ses sites gaziers. Donc effectivement, la Russie cherche à développer l'Arctique. L'OTAN fait des exercices en Arctique. De là à dire qu'il y aura à la fois une multitude de plateformes pétrolières et puis une guerre mondiale en Arctique, ça paraît quand même très exagéré. Je pense qu'il y a quand même d'autres foyers bien plus crédibles dans le monde qui pourraient candidater au poste de futur terrain d'affrontement majeur, à commencer par Taïwan. Je me permets de poser une ultime question, puisque nous avons abordé donc l'Arctique, mais d'un point de vue assez international. Si l'on revient au point de vue français, qu'est-ce que nous, en tant que France, pouvons tirer de l'évolution à prévoir dans cet article-là? Est-ce qu'il y a des enjeux, des choses qui pourraient nous intéresser, nous, en tant que Français, et non pas en tant que membre de l'OTAN? Alors, la France est reconnue dans le monde entier pour son expertise polaire, c'est-à-dire que la France sait mener des expériences scientifiques, sait vivre, a le matériel, a les compétences pour vivre et établir des bases. On a une base en Antarctique, dans le milieu polaire, donc les milieux très rudes, c'est-à-dire faire tourner des engins, prendre des mesures à moins 70, moins 80, voire plus, voire moins. Donc ça on sait faire, on est reconnu dans le monde entier pour ça. D'un point de vue purement géopolitique, la France est alignée, oui, en Arctique sur l'OTAN, on participe conjointement aux exercices de l'OTAN qui ont lieu chaque année. Je pense que la France a plus à gagner sur son expertise scientifique, qui est vraiment reconnu et qui en fait est un vecteur de paix, notamment en Antarctique, où finalement tous les États de l'Antarctique, et même beaucoup d'États du monde,
se sont unis et ont dit, on enterré la hache de guerre au nom de la science, parce que finalement, seule la paix pouvait promouvoir efficacement la science. Je pense que la France doit continuer à promouvoir son expertise pour promouvoir la paix. Eh ben écoute, je trouve que c'est un mot de la fin qui est particulièrement saillant. Merci beaucoup Louis pour les réponses merci à toutes beaucoup. ces questions. Je rappelle le titre de l'article, Arctique, retour au centre, que vous pouvez trouver sur le site, sur le blog du Camillogène. Et peut-être un prochain podcast sur l'Antarctique pour comprendre vraiment les différences entre le pôle Nord et le pôle Sud. Sur lequel nous reviendrons évidemment. Donc merci beaucoup pour ta présence, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouveau podcast du Camillogène.